Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de ce que je fais aux États-Unis. Donc je suis Teaching Fellow de français, ça veut dire assistante de langue de français. Donc en fait je suis partie pendant un an, là on est à quelques semaines de mon retour en France et j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer un peu en quoi ça consiste d'être Teaching Fellow, comment on peut être Teaching Fellow, et aussi parce que j'ai remarqué qu'il y avait très peu de vidéos là-dessus sur YouTube. Alors, être assistant de langue, qu'est-ce que c'est? Être assistant de langue de français, donc c'est partir dans une école ou une université afin d'assister un professeur de langue et de donner des cours, l'aider à donner des cours de français à ses étudiants. Donc soit vous donnez des vrais cours qui sont en général en rapport avec leur autre cours, donc avec le professeur avec qui vous travaillez, votre collègue. Ou alors vous donnez ce qu'on appelle des sessions de TA, donc de Teaching Assistant. Donc c'est-à-dire vous donnez des petites sessions de 1 heure ou des sessions individuelles pendant lesquelles vous faites réviser, vous pratiquez, vous faites les étudiants... excusez-moi, je vais faire de l'anglicisme parfois. Vous encouragez les étudiants à pratiquer ce qu'ils ont appris en cours, à leur faire travailler un petit peu tout ça. Donc voilà, être assistant de langue, c'est avant tout mettre un pied dans l'enseignement. Donc je suis partie avec grâce à mon université, je suis à la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Donc en fait ils ont des accords avec des universités américaines, donc ces universités demandent de recevoir un étudiant en master afin de lui faire valider une année à l'étranger, donc un programme d'échange, et en échange cet étudiant travaillerait pour l'université, serait Teaching Fellow. Voilà. Donc en général il n'y en a qu'un qui part par université. Donc comment postuler? La première chose que vous devez faire avant de postuler pour ce genre de programme, c'est de passer un test de niveau de langue. Donc celui que j'ai passé, c'est le TOEFL, c'est le test de niveau de langue que les Américains ont créé. Donc c'est un test qui coûte dans les 200 € je crois. Et donc vous le passez dans un centre près de chez vous, il y a plusieurs centres de TOEFL dans toute la France. Donc vous regarderez celui qui est le plus proche de chez vous. Vous y allez, vous êtes sur des ordinateurs, donc il y aura d'autres étudiants avec vous, ne paniquez pas, c'est pas grave. Vous vous préparez juste avant le test. Il y a des gros bouquins que vous pouvez trouver à la FNAC ou dans d'autres papeteries qui vous proposent des entraînements au test. C'est important de s'entraîner parce que même si vous avez un très bon niveau d'anglais, c'est bien de savoir ce que vous aurez au test. Et surtout de savoir on vous prépare dans le sens d'évaluation du test, parce qu'en tout vous avez je crois 1h20 pour faire le test et c'est très peu par rapport aux exercices qui vous font passer, vraiment ça va très vite. Donc il faut s'entraîner au moins au niveau du rythme. Donc voilà, donc vous passez le TOEFL. Le TOEFL il est évalué sur 120. Alors c'est pas vous l'avez ou vous l'avez pas, c'est juste une évaluation de votre niveau. Donc moi j'avais eu 90 je crois sur 120. Alors c'est pas énorme, mais pour beaucoup d'universités c'est suffisant, et surtout moi ce genre de test j'ai un peu du mal. C'est pas très... peut-être que je me suis pas assez bien entraînée, donc je vous conseille vraiment de bien vous entraîner au niveau du rythme de passage des épreuves. Donc une fois que vous avez votre test du TOEFL, une fois que vous avez votre fiche de confirmation avec votre niveau dessus, vous pouvez commencer à postuler. Donc vous allez avoir d'autres papiers à préparer pour le bureau des relations internationales dans votre université. Donc parmi ces papiers, il y a des papiers que vous devez télécharger sur le site, donc des papiers du programme, donc de candidature. Vous aurez aussi très probablement à demander à certains professeurs des lettres de recommandation. Voilà. C'est un peu agaçant de courir partout pour les obtenir, mais une fois que vous les avez, vous êtes tranquille. Donc en général, ils en demandent 3 ou 4, je crois. Voilà. Et puis, donc vous allez constituer ce portfolio de tous les documents qu'ils vous demandent. Ça peut prendre un peu de temps, je peux pas vous dire exactement ce qu'on va vous demander parce que ça dépend des universités et des programmes. Mais voilà. Le bureau des relations internationales, je suis sûre, pourra très bien vous renseigner. Donc en général, la candidature est en novembre, au mois de novembre, donc début novembre. Et puis vous avez jusqu'à mi-décembre pour postuler. Voilà. Ensuite en janvier, vous avez les résultats de présélection. Donc il y a un comité dans votre université qui va trier tous les dossiers qu'ils ont reçus de candidature et qui vont faire une présélection des dossiers qui sont admissibles.
Donc une fois que vous êtes présélectionné, donc on vous montre, vous allez avoir un tableau d'affichage avec les préadmissions et vous verrez dans quelle université vous pouvez prétendre à postuler. Votre dossier va être envoyé aux représentants des universités, soit en France, soit aux USA, mais en général il y en a en France. Pour la plupart d'entre eux, vous allez probablement passer des entretiens. Donc moi j'ai eu mon entretien à la mi-janvier l'année dernière. J'ai rencontré le directeur du programme d'Hamilton en France. Donc il m'a fait passer mon entretien, il m'a posé des questions vraiment, faut pas oublier que c'est un entretien que vous passez pour un emploi avant tout. Il m'a posé des questions sur mes motivations pour être Teaching Fellow, sur mes expériences dans l'enseignement ou alors dans l'animation, parce que je suis aussi animatrice. Donc voilà, il a votre CV sous les yeux, il va vraiment essayer de voir qui vous êtes. Ce sont des entretiens à l'américaine, ça veut dire qu'il faut vraiment vous vendre, il faut vous mettre en avant, il ne faut pas hésiter surtout. Et puis, l'erreur à ne pas faire dans les entretiens pour l'assistanat, c'est si vous partez aussi en tant qu'étudiant, c'est de mettre en avant votre projet pédagogique, ce que vous étudiez. Voilà, c'est important, ils vont vous poser des questions là-dessus, mais ils veulent surtout savoir s'ils peuvent vous faire confiance, si vous avez le bon profil au niveau de l'emploi. Donc n'oubliez pas que c'est un entretien d'embauche pour un emploi. Voilà. Donc mettez-vous en avant sur toutes les qualifications que vous avez qui pourraient se rapprocher au tutorat. Voilà. Donc une fois que vous avez passé l'entretien, en général, là ça dépend des universités, quand est-ce qu'elles vous renseignent au niveau des résultats. Moi j'ai appris que j'étais prise même pas une semaine après mon entretien, donc fin janvier je savais que je partais. Voilà. Donc c'était super. Donc là commençait un autre type de préparation, c'est-à-dire le visa, les préparations aux inscriptions d'enseignement à distance. Et puis les préparations au voyage, quoi, en quelque sorte. Voilà. Alors, le visa. Je vais vous parler du visa parce que le visa américain, il n'est pas hyper simple à obtenir. Je vous conseille déjà de vous y prendre à l'avance. Donc, avant de pouvoir faire votre visa, vous devez attendre que votre université américaine vous envoie les papiers nécessaires. Donc, il y a les papiers qui certifient de leur embauche, du fait qu'ils vous ont embauché. Et ensuite, il y a aussi les papiers qui certifient que voilà, vous pouvez rester sur le territoire américain de telle à telle période. Voilà, c'est les papiers de confirmation. Une fois que vous avez ces papiers, vous pouvez commencer à prendre un rendez-vous à l'ambassade américaine. Donc vous faites ça par ordinateur sur le site de l'ambassade, vous faites une demande de visa J1, J1. Donc c'est le visa étudiant mais qui fonctionne aussi dans le cas où vous partez en tant que Teaching Fellow avec un programme d'échange universitaire. C'est aussi ce visa que vous prendrez. Et donc vous allez devoir payer. Donc il faut payer pour obtenir un visa américain. C'est pas excessivement cher mais c'est un petit budget, c'est dans les 150 € je crois, quelque chose peut-être un peu moins. Ouais, je sais plus exactement, ça vous vous renseignerez mais voilà. Une fois que vous avez payé, on vous propose une prise de rendez-vous, donc vous choisissez la date qui vous convient, vous allez à l'ambassade avec tous les papiers. Attention, n'oubliez pas les papiers, faites vraiment attention à avoir tous vos papiers nécessaires, parce que sinon il vous faudra refaire une prise de rendez-vous et ça peut reprendre du temps. Donc vous allez à l'ambassade vous présentez vos papiers, vous passez un petit entretien. Et surtout, chose à laquelle je ne m'attendais pas, vous laissez votre passeport. Ils vous prennent votre passeport et ils vont vous dire on vous le renvoie par la poste avec votre visa dedans. Moi j'avais pas trop confiance, mais bon, je me suis dit c'est quand même une ambassade, ça devrait aller. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà fait beaucoup. Ce qu'il vous reste à faire par la suite, c'est régler certains soucis administratifs avec votre université française. Donc là, vous êtes probablement déjà au mois de juin. Donc au moment où les inscriptions pour l'année suivante commencent. Moi je me suis inscrite en présentiel, mais aussi à distance parce que j'avais un mémoire à écrire. Donc il me fallait une directrice de mémoire qui soit de mon université française. Donc on a travaillé à distance toutes les deux. Voilà, c'est pas terrible comme système, mais votre diplôme est délivré par votre université française. Hein, vous partez juste en échange. Donc c'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc il me semble que j'ai rien oublié. Laissez-moi réfléchir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire
ou à m'envoyer un message sur mon compte Instagram que j'ai mis en lien, ou mon compte Twitter. Je crois vraiment que je suis passée partout. Avant de postuler, assurez-vous que vous êtes au courant vraiment de ce que vous allez faire. Je m'explique. Le tutorat, c'est vraiment un job super. Enfin, moi j'ai adoré mon expérience ici, mais c'est une responsabilité. Ça veut dire qu'il faut être sûr que vous serez prêt à faire toutes les tâches qu'on vous demandera, que vous serez sérieux. C'est pas un job qui est hyper difficile, s'il vous plaît. C'est pas un job Enfin, vous n'allez pas être surdébordé vraiment, mais voilà, vous allez être face à des étudiants à qui il faudra que vous appreniez, enfin, que vous transmettiez un savoir. Alors c'est pas compliqué, hein, en réalité vous leur apprenez votre langue et vous allez être formé. On va pas vous laisser comme ça dans une salle de classe quand vous allez arriver, mais voilà, il faut savoir que c'est une certaine responsabilité quand même et qu'il faut y aller avec la motivation de bien faire. Parce que quelque part, l'université américaine, elle va vous payer, elle vous fait confiance et puis c'est génial. Comme confiance, comme expérience, c'est super. Donc voilà, ne les décevez pas. Si vous êtes sérieux et que vous y mettez de la volonté, quelle que soit la manière dont ça se passe, il n'y a pas de raison que vous les déceviez. Mais alors, au niveau du salaire, il dépend complètement des universités. Moi, je reçois un certain salaire d'Hamilton qui me permet de vivre vraiment très convenablement. Hamilton m'a aussi procuré le logement que je ne paye pas et un plan alimentaire, c'est-à-dire sur ma carte d'étudiante, que voici. Donc bon, techniquement c'est pas vraiment une carte d'étudiante, c'est une carte de faculty comme ils disent, donc de staff de l'université, ce qui a marqué mon job dessus. Mais voilà, c'est aussi une carte d'étudiant et dessus il y a mon plan. Donc en fait j'ai droit à 3 repas gratuits par jour dans une des cafétérias ou dans le restaurant universitaire. Voilà. Donc ça c'est vraiment cool. Donc en fait les sous que je gagne, bah, c'est pour moi. Grâce à ça j'ai pu voyager quand j'en avais le temps et l'occasion. J'ai pu aussi sortir avec mes amis, faire plein de choses. Voilà, c'est vraiment génial. Il y a certaines universités il y a beaucoup d'universités américaines qui vous procurent le logement quand vous partez en teaching fellow, ça arrive assez souvent. En général, vous êtes soit dans une maison détachée du reste des étudiants, soit dans un dorm, mais vous avez souvent une chambre seule parce que bah, vous êtes aussi un membre de l'équipe d'enseignement, donc vous ne pouvez pas non plus être complètement mélangé aux étudiants. Quoi d'autre ? En ce qui concerne l'adaptation, je me suis bien adaptée, je me suis fait surtout des amis dans le corps enseignant et puis mes colocataires qui sont aussi assistantes de langue mais dans d'autres langues, enfin espagnol et chinois. Donc voilà, j'ai jamais été toute seule, j'ai toujours été entourée. Je me suis pas trop liée d'amitié avec les étudiants, donc je m'entendais très bien avec eux, j'étais assez proche de mes étudiants, mais voilà, on peut pas dire que c'était non plus des liens d'amitié. En fait ça s'est fait naturellement, vous pouvez vous lier d'amitié avec des étudiants, mais moi je me suis naturellement plutôt rapprochée des professeurs. Et puis il y a pas mal de professeurs qui sont jeunes, donc on a pas mal en commun, donc ça va. C'était vraiment pas mal. En ce qui concerne les étudiants, ils sont très sympas. De toute façon, les Américains en général, ils sont très sympas au premier abord. Hein. Vous avez rarement des ennuis avec eux. Et puis, les Américains sont différents dans différentes régions des États-Unis. Ça veut dire que vous n'avez pas un Américain typique au final. Ça, c'est... On pourrait penser ça, mais en fait, non, c'est pas possible. Je suis allée en Californie et les Américains que j'ai rencontrés en Californie étaient tellement différents d'ici. Enfin, pour moi, ils sont différents partout. Donc les étudiants américains qui sont dans cette université, ce sont souvent des étudiants qui viennent de milieux privilégiés. Parce que c'est une université privée, que ça coûte 50 000 $ l'année et qu'ils ne reçoivent pas tous des bourses. Hein, certains en reçoivent, mais d'autres non. Donc c'est souvent des étudiants privilégiés, enfin de milieux privilégiés. C'est des très bons étudiants. Hamilton ne sélectionne que 20% des dossiers envoyés par les étudiants pour s'inscrire ici. Donc ils ont un critère de sélection qui est assez exigeant.
Donc ce sont des très bons étudiants. Le seul hic que j'ai eu avec beaucoup d'entre eux, c'est que ils étaient... disons que les Américains ont une notion de la liberté qui est un peu spéciale. Ils pensent qu'ils peuvent faire vraiment tout ce qu'ils veulent quand ils veulent. J'ai remarqué qu'ils faisaient beaucoup de gâchis alimentaires, c'est incroyable. Gâchis alimentaires, et ils consomment énormément de plastique pour pas grand chose en fait. Et les étudiants, parfois on organisait des événements pour eux avec le club de français, on organisait des choses et en fait ils disaient qu'ils venaient mais au final ils venaient pas. Mais ils nous prévenaient pas quoi, genre on prévoyait de la nourriture pour eux, on prévoyait des choses et au final ils disaient qu'ils venaient et en fait ils venaient pas. Ou alors quand ils sont 20 minutes en retard en cours, ils vont pas s'excuser, ils vont juste s'asseoir et... Où est le problème? Donc voilà, c'est pas de la méchanceté, c'est pas pour vous manquer de respect, c'est juste que chez eux ça se fait apparemment. Bon, chacun son truc. Du coup j'ai eu quelques galères à ce niveau là et aussi les étudiants ici ils sont énormément accompagnés par les professeurs. C'est pas comme en France où quand vous allez à l'université vous êtes livré à vous-même, on vous donne votre travail, vous suivez vos cours et puis patatras, débrouille-toi. Non, ici ils ont souvent rendez-vous avec leurs professeurs, on leur donne des study aids pour les examens, c'est-à-dire des fiches où on leur dit alors voilà les notions que vous devez réviser pour l'examen. Les examens, je les trouve pas très difficiles, on les caresse vraiment dans le sens du poil pour être sûr qu'ils s'en sortent. On essaie de faire le maximum pour eux, pour qu'ils aient des bonnes notes, pour qu'ils soient satisfaits. Voilà. Ça, je pense que c'est lié au fait que, déjà, c'est sûrement un certain mode d'éducation pédagogique d'ici. Et c'est aussi sûrement lié au fait que, ils payent très cher pour leurs études et qu'il faut quand même que ce soit rentable, j'imagine. Une forme de commerce, en fait. Voilà. Mais bon, sinon, voilà, c'est le seul défaut que j'ai trouvé ici par rapport aux étudiants. Voilà. Alors, je vous ai pas dit ce que je faisais d'autre qu'enseigner. Je suis aussi la directrice du club de français. Donc, vous savez, les clubs dans les universités, un peu comme dans les lycées, il y a French Club, Spanish Club, Harry Potter Club, enfin, voilà, ils ont plein de clubs. Et donc, moi, j'étais la directrice du club de français. Donc, j'organisais des événements, j'essayais de trouver des idées d'événements. Et puis avec moi j'avais la présidente du club, j'avais la vice-présidente du club et la trésorière. Donc on travaillait tout ensemble pour organiser des événements tous les mois autour de la culture française ou alors sur la nourriture française. On a fait beaucoup de goûter crêpes ou de dîner de Noël français, enfin voilà. Plein de choses comme ça. Ça c'était chouette. En général on essayait de faire un événement par mois. Et puis j'ai aussi animé la radio du monde francophone. Donc je vous ai montré, enfin vous allez voir dans mon autre vidéo le studio de radio de la fac. Ils ont leur radio qui joue dans la fac et dans la ville d'à côté. Et donc il y avait la radio en français qui durait 1 heure et donc je donnais je faisais un peu les actualités au début, françaises, francophones. Ensuite j'avais un thème à chaque radio. Donc avec ce thème je sais pas, ça pouvait être les comédies musicales ou alors ça pouvait être un artiste en particulier ou des acteurs ou des personnages politiques ou des personnages publics, voilà, ça pouvait être n'importe quoi. Et j'avais des musiques qui accompagnaient donc ce sujet. Voilà, ça c'était plutôt cool. Et puis j'avais aussi les tables de français, donc French tables. Ça c'est un truc très américain. Pour chaque langue, il y a une table, c'est-à-dire que 1 à 2 fois dans la semaine, les professeurs et le teaching fellow rencontrent les étudiants autour d'une table pendant l'heure d'un repas. Donc ça peut être le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner, plutôt le déjeuner ou le dîner. Et puis le principe c'est de parler dans leur langue en fait. Donc à la table de français on parlait en français et on parlait de plein de choses, mais voilà, on retrouvait des étudiants de français pendant les heures de repas pour se retrouver entre nous et aussi pour leur donner une raison de plus de pratiquer leur français. Voilà, donc il y avait ça et c'était à peu près l'étendue de mes tâches de teaching fellow. Voilà. Enfin, j'étais aussi étudiante ici, donc j'ai validé mon master 2 en relations internationales. Donc je devais avoir des cours, donc j'avais 2 cours par semestre. J'avais
Au premier semestre j'avais un cours de cinéma and media studies et au deuxième semestre j'avais un cours de politique américaine et non pardon, toujours au premier semestre, et au deuxième semestre j'avais un autre cours de politique américaine et un cours d'histoire sur les États-Unis. Je devais choisir mes cours en fonction de mon sujet de mémoire. Donc j'avais ma directrice de mémoire qui me suivait un petit peu sur mes choix de cours, sur mes avancées sur le mémoire. Et donc voilà, je crois que dans la semaine, là où j'avais plus de boulot au final, c'était même pas sur mon boulot de teaching fellow, mais sur au niveau de mes cours. Enfin, j'avais énormément à faire. Leur manière de travailler ici, les cours, je vous explique, c'est complètement différent de nous. En fait, ils ont énormément de readings, c'est-à-dire de livres. Ils n'arrêtent pas, ils ont au moins 200 pages à lire par semaine, par cours, c'est énorme. Et c'est important de les lire parce que les cours sont principalement basés sur ces readings que vous devez préparer chez vous. Et donc parfois par cours on a des bouquins comme ça et tout, enfin voilà. Et les cours en général ils durent pas plus d'une heure, 1h15, voilà, maximum. C'est des cours où vous interagissez avec le reste de la classe, avec le professeur, où vous parlez des readings, où vous parlez des préparations. Voilà, c'est principalement basé là-dessus. Donc c'est des très bons cours, c'est en général des très bons professeurs. Et franchement j'ai beaucoup appris cette année, j'ai vraiment énormément appris. J'aime pas trop ces méthodes de faire des cours parce que je suis française, j'ai l'habitude de venir en cours, de m'asseoir, de recevoir mon cours et puis de repartir. Et d'avoir quelques trucs à faire chez moi, mais pas des tonnes et des tonnes de readings. Mais bon, c'était quand même très intéressant de voir une autre forme de pédagogie, si j'ose dire. Et puis ça restait de très bons cours. Donc voilà, à ce niveau-là, ça allait. Donc moi j'avais que 2 cours par semestre, mais c'était une sorte d'arrangement avec mon programme. Parce que normalement les étudiants américains ont 4 à maximum 6-7 cours par semestre. Voilà. Alors vous allez dire, c'est pas beaucoup, c'est trop cool. Non, si c'est beaucoup. En fait, ils ont en général 4 cours par semestre, donc 4 crédits. Mais chaque cours demande énormément de readings et de travail. Donc vous allez quand même avoir un rythme de travail qui correspondra plus ou moins à ce que vous faites en France avec 8 à 13 cours, quoi. Enfin, c'est quand même du boulot. Faut pas négliger ça. Mais comme j'ai dit, c'est une autre forme c'est une autre manière de travailler. Donc c'est intéressant et puis ça va pas vous tuer. En général, ça va. Tout le monde arrive à s'en sortir. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant dans les collèges, alors il y a les collèges et les universités. Dans les collèges, vous pouvez seulement avoir des BA, donc c'est-à-dire des licences. Dans les universités, vous pouvez avoir des licences et des masters. Voilà. Et donc moi, je suis dans un collège donc, où il y a seulement des bachelors, des BA, donc des licences. Et donc ça c'est sur 4 ans. Pendant 2 ans, ils prennent un peu toutes sortes de... Enfin, on leur demande de prendre plusieurs cours différents, de s'essayer à plusieurs choses. Donc il y en a, ils ont un cours de biologie, ils ont un cours de français, ils ont un cours d'art et ils ont un cours de théâtre. Enfin voilà, des trucs qui sont pas du tout liés, mais c'est pour les encourager à mieux découvrir leur voie en donnant sa chance à toutes les possibilités possibles. Moi, toutes les possibilités possibles. Super Morgane. Moi je trouve ça pas mal comme système parce qu'au final vous n'êtes pas tout de suite mis dans un diplôme, vous n'êtes même pas sûr que c'est fait pour vous. Enfin voilà, ça leur permet vraiment d'envisager plusieurs possibilités d'études, donc de voies. Et puis à partir de la 3e année, ils doivent commencer à trouver une spécialité, donc une major. Et donc là, on leur demande de se spécialiser un petit peu plus dans une matière. Donc en général, ils ont quand même le temps d'essayer de voir dans quoi ils veulent se spécialiser grâce aux 2 années précédentes. Et puis donc pour la dernière année, là ils sont vraiment spécialisés dans une major ou une minor et ils doivent écrire une thèse. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans les collèges. Et puis ils ont un nom particulier pour chaque année. Ça c'est marrant. Première année c'est freshman, 2e année c'est sophomore, 3e année c'est junior, 4e année, donc la dernière c'est seniors. Donc comme les seniors, enfin oui, voilà. Donc moi j'étais surtout en cours avec des sophomores, donc des 2e année, et des juniors, des 3e année. Voilà.
Les cours de niveau, donc ça se fait de 100 à 400. C'est comme ça qu'ils évaluent les niveaux des cours. Nous, on va dire un cours de deuxième année, un cours de troisième année. Eux, ils vont dire 100, 120, 140, 210, voilà. C'est comme ça qu'ils arrivent à voir dans quel niveau sera la classe qu'ils prennent. Les 100 en général, ce sont les freshmen qui les prennent. Les 200, ce sont les sophomores. Les 300, les juniors. Et les 400, bah, les seniors. Mais après, si vous êtes junior et que vous voulez un cours de 200, vous voyez avec, ils voient avec leur conseiller d'orientation et il leur dit si oui ou non c'est faisable par rapport à leur projet. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, j'étais pas trop dans ce système vu que j'étais seulement une étudiante d'échange, donc j'avais mes cours, j'allais à mes cours, voilà, je faisais comme eux, j'étudiais et tout, mais voilà, j'étais pas affiliée à ce type d'année en particulier. Mais voilà, c'était pour vous décrire un peu plus le système si vous pensez partir en étudiant normal, pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Voilà. Bon, je vous en ai dit beaucoup là. J'espère ne rien oublier. Je ferai sûrement d'autres vidéos sur l'assistanat pour vous raconter un peu plus mon expérience. Il s'est passé tellement de choses, ça a été un an. Un an, c'est pas facile à résumer autour d'une vidéo, surtout quand on veut pas qu'elle soit trop longue. Donc voilà, il y a beaucoup à dire. J'essaierai de faire des catégories de vidéos où je vous raconterai un petit peu plusieurs choses en détail. Si vous avez d'autres questions sur les inscriptions, sur mon expérience, n'hésitez pas à les demander en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je vais essayer de publier régulièrement d'autres vidéos sur cette expérience et d'autres expériences. Je suis en train de travailler pour faire un stage en Inde l'année prochaine, donc cette expérience ne s'arrête pas là. Et puis surtout, si vous avez l'occasion, partez à l'étranger, faites ce genre d'expérience, c'est génial et ça vous ouvre l'esprit et ça vous change complètement, mais dans le bon sens. Donc voilà, c'est le plus gros conseil que je peux vous donner. Partez, vivez. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.